Ok, donc ce matin, à la suite de ce que nous avons fait, se rapportant à la dissertation, on va envisager dans les grandes lignes l'autre exercice auquel les candidats sont soumis pendant le bac, qui porte sur le commentaire de texte. Le travail ça va se faire en deux étapes. Dans un premier temps, on va faire un peu de théorie, ça veut dire dégager les différents axes de ce qu'on peut attendre d'un travail de commentaire de texte, et ensuite faire un exercice pratique autour d'un texte. Donc, le travail va s'organiser autour des trois étapes classiques que sont l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, en grand A, d'abord l'introduction. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut préciser avant d'aller plus loin dans une sorte de préambule? C'est que le travail de texte en tant que tel n'est pas du tout un exercice de récitation de cours, ça vous le savez déjà. Ça veut dire quoi? C'est une tentative de rendre compte du sens d'un texte, et donc c'est une manière de réécrire le texte, mais comme j'ai dit, du point de vue de ses dits, du point de vue de ses non-dits, de ses implications et de ses significations profondes. Donc commenter un texte, oui, c'est l'interpréter, mais l'interpréter tout en étant fidèle à l'articulation de ses idées fondamentales. Maintenant, la première étape, l'introduction, elle va s'organiser autour de 4 moments que je vais d'abord écrire au tableau avant de les commenter. La première étape consistera à un repérage du thème central et ensuite à la situation du texte. Ça, c'est la première étape. Là, on répond à la question de savoir de quoi parle le texte. Deuxième étape, toujours dans ce travail d'introduction au niveau du commentaire du texte, on part du principe que le texte cherche à répondre à un problème ou bien à une question philosophique. Donc, problème ou question philosophique du texte. C'est la deuxième étape de l'introduction. La troisième étape, il s'agira de dégager la position personnelle de l'auteur, donc la thèse ou point de vue de l'auteur. Et enfin, dernière étape de cette introduction-là, on dégage le plan ou encore, c'est la même chose, la structure du texte. Dans cette dernière étape, bien sûr, on répond à la question comment l'auteur s'y prend-il. Autrement dit, on cherchera à dégager la stratégie argumentative de l'auteur, l'organisation des idées dans le texte. Donc voilà les 4 étapes, comme vous les voyez. La première consistera, comme j'ai dit, à repérer le thème, autrement dit, à dire le thème auquel le texte se rapporte et en procédant à sa situation. La consigne, vous la voyez, on vous demande de répondre dans une phrase brève, la plus concise possible, à la question de savoir de quoi parle le texte. C'est pour éviter les hors-sujets et les digressions inutiles. La deuxième étape, je l'ai dit tout à l'heure, vous partez du principe que tout texte se penche sur un problème et tout texte également esquisse de manière implicite ou explicite une solution à ce problème-là. Donc c'est la deuxième étape qui est assez importante ici au niveau de l'introduction, dans laquelle vous dites clairement le problème ou la question qui est charriée, mais par tout le texte. Donc vous partez du principe que l'auteur, c'est comme s'il s'était posé une question et il écrit le texte pour apporter réponse à cette question. La troisième étape, la thèse ou le point de vue de l'auteur. Ça veut dire que on ne l'invente pas, mais on cherche dans le texte la position personnelle que l'auteur lui-même adopte par rapport au problème ou par rapport à la question qui est prise en charge par le texte. Je peux préciser qu'en règle générale, en tout cas dans les textes qui vous sont proposés à l'anticipé de philosophie au baccalauréat sénégalais, vous avez
la thèse apparaît en général soit au début, soit à la fin. Ça veut dire que généralement, ou bien l'auteur commence par énoncer une thèse et ensuite l'argumente, ou bien à l'inverse, il déroule un argumentaire et à la fin, il tire une conclusion qui a valeur de thèse ou de point de vue. Et enfin, la dernière étape, c'est celle qui vise à établir le plan, le mouvement des idées ou bien la structure du texte. Nous avons dit que la consigne, elle est là. On doit répondre à la question: comment l'auteur s'y prend-il? Ça veut dire quoi? On dégage simplement la stratégie argumentative de l'auteur. Et pour cela, il sera indispensable de souligner les mots de liaison, les indicateurs temporels, les connecteurs logiques qui vous permettent de surveiller un peu la progression du raisonnement de l'auteur. Et je dois dire que c'est à partir de cette structure que vous avez dégagée que dans le développement, vous allez envisager l'explication dans un premier temps et ensuite dans un deuxième temps la discussion. Donc voilà pour l'introduction. On va enchaîner avec le développement, avec la conclusion après, et nous revenons avec un texte pour donner une esquisse d'exemple d'introduction. Donc, grand B, nous allons entrer dans le développement. Mais le développement, il comportera deux étapes qui sont déjà explicitement précisées par la consigne. On vous dit, au texte que vous avez à commenter, c'est la consigne suivante. On vous dit toujours expliquer et discuter. Expliquer et discuter le texte suivant. C'est désormais la consigne qui a été retenue par l'Office du bac en concertation avec la Commission nationale de philosophie. Il y a quelques années, on disait dégager l'intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée, ce qui n'avait pas l'avantage d'être très précis, mais là, la consigne, elle est explicite, elle est claire. On vous dit expliquer et discuter le texte suivant. Ce qui donne à penser clairement que le développement s'articulera autour de deux grands axes. Un premier axe pendant lequel on s'efforce d'expliquer et d'expliciter le texte et un deuxième axe par lequel on cherchera à le discuter. D'abord, donc, l'explication du texte, puisqu'il s'agit de l'expliquer et de le discuter. Je dois dire, et vous en conviendrez, que l'explication, il s'agit plus précisément d'expliciter. Expliciter, ça veut dire rendre plus clair, rendre plus accessible et rendre plus intelligible le texte. Mais attention, il ne s'agit pas d'expliquer tout le texte, phrase après phrase, de façon linéaire, que non. Retenez qu'on explique le texte à partir du plan que l'on a dégagé au niveau de l'introduction. On le verra tout à l'heure. Nous avons dit par exemple ici, dans la dernière étape, l'auteur commence par dire ça, ensuite il dit ça, enfin il dit ça. On explique quoi? Le d'abord, le ensuite et le enfin. J'insiste, on n'explique pas tout le texte, on explique le texte à partir du plan qu'on a dégagé déjà au niveau de notre introduction. Et dans cette phase d'explicitation, au niveau de laquelle on s'appuie sur le plan dégagé au niveau de l'introduction, il faudrait partir de la consigne suivante. Ça veut dire quoi? Qu'il faut éviter autant que possible de confondre commentaire de texte et dissertation. Parce que malheureusement, vous avez la fâcheuse habitude, chers candidats, de vous emparer d'une des idées du texte dans lesquelles vous croyez avoir des choses à dire, mais pour faire des développements au terme desquels vous oubliez de revenir prendre en charge les autres sujets, les autres idées. Donc il ne s'agit pas d'une dissertation libre, mais il s'agit d'un commentaire et d'un travail de texte. Donc je m'appuie sur le texte, je peux en sortir un peu, mais je n'oublie jamais de revenir au texte. Et comme je vous l'ai dit, dans cette phase d'explicitation, il est possible, il est même souhaitable de mobiliser des citations. Les citations peuvent être internes, empruntées au texte, pour montrer au correcteur que ce que nous disons, nous le fondons sur le texte, ou bien elles peuvent être externes au texte, mais l'essentiel, c'est qu'elles aillent dans le même sens que ce que vous êtes en train de vouloir montrer dans le travail de commentaire.
Et donc, l'explication, il faudra également éviter, comme j'ai dit, de faire du texte un simple prétexte. Faire du texte un simple prétexte revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que j'isole une des idées où je crois avoir beaucoup de matière, mais en oubliant de revenir prendre en charge les autres idées. Donc le texte n'est pas un prétexte. Il faudrait avoir ce qu'on appelle la religion du texte, savoir que le cadre de notre réflexion est circonscrit à l'intérieur du champ ouvert par le texte lui-même. Deuxième chose à éviter dans ce processus d'explication, c'est la paraphrase. La paraphrase consistant simplement pour certains candidats à s'amuser, à déplacer une virgule, à changer l'ordre des mots, à changer un mot par un synonyme, ce n'est pas une explication, ça c'est de la pure paraphrase. Donc évitez, j'ai dit, de faire du texte un prétexte d'étalage de connaissances. J'ai dit deuxièmement, évitez encore une fois de trop sortir du texte parce qu'il ne s'agit pas d'une dissertation, il s'agit d'un commentaire de texte. L'autre élément, il faut veiller à l'équilibre des parties. C'est vrai qu'on a forcément plus d'idées sur tel aspect plutôt que sur tel autre aspect, mais veillez à ce que, encore une fois, il y ait une petite forme d'équilibre au niveau du traitement des différentes idées du texte. Et également, veillez à ce que la langue par laquelle vous vous exprimez soit claire, ça c'est important, parce que vous ne pouvez pas réussir votre travail de commentaire si vous ne maîtrisez pas la langue justement de communication, mais également, comme je vous l'ai dit, veillez à ce que vous dites soit toujours fondé par le texte lui-même. L'autre élément, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, nous l'avons déjà dit et c'est valable ici, il faut toujours s'appuyer sur les outils grammaticaux de l'argumentation pour assurer la cohérence de vos idées et de votre explication. Donc, on explique le texte à partir des idées relevées dans le plan de l'introduction. La deuxième étape, après votre phrase de transition, elle consistera à la discussion du texte. Il faut dire que c'est une partie extrêmement importante que malheureusement, beaucoup de candidats se contentent de bâcler en pensant que l'essentiel est dans l'explication, mais que non. C'est précisément dans la discussion que se trouve l'essentiel. Parce que c'est la discussion qui révèle votre capacité à jeter un regard critique sur une thèse énoncée par un auteur. Donc ne bâclez jamais la discussion, c'est la partie la plus essentielle du commentaire proprement dit. Maintenant, ce que nous avons dit ici est valable pour la discussion. Vous ne discuterez pas de chaque idée que vous avez déjà expliquée, que non. Donc, il ne s'agit pas d'expliquer une idée, de la discuter, d'en prendre une autre, de la discuter. Non. La discussion, elle prend en charge la thèse qui est énoncée par l'auteur. Ça veut dire quoi? Que c'est le point de vue de l'auteur que j'examine de façon critique. Maintenant, comme toute critique, elle peut être une critique positive. Elle peut également être une critique négative. Mais attention, en disant qu'elle peut être une critique positive ou bien une critique négative, il faudrait comprendre très simplement par là qu'on ne peut pas faire les deux. Ça veut dire que l'on choisit ou bien d'abonder dans le même sens que l'auteur et de mobiliser des arguments pour mieux fonder ce qu'il a dit, ou bien naturellement, dans la deuxième possibilité, la critique négative, de prendre un peu ses distances et de remettre en question le point de vue qui a été exprimé par l'auteur. Donc il faudrait que ça soit clair, vous faites une critique soit SOIT positive ou une critique qui est négative, mais vous ne pouvez jamais faire les deux en même temps. Et donc je vous ai dit, ne bâclez jamais ça, parce que sur les copies que vous rendez à l'examen, l'explication elle est généralement bonne et relativement abondante, mais vous vous fendez de deux phrases. Oui, nous pensons que le point de vue de l'auteur a des limites. Ce n'est pas une critique. Si le point de vue a des limites, il faut le montrer, et il faut le montrer de façon argumentée. Donc c'est une mini-dissertation, mais une dissertation dans un seul sens, où on va dans le sens de l'auteur, ou bien on se donne les moyens de le remettre en question.
La troisième et dernière étape, elle va porter sur la conclusion. La conclusion obéit à deux étapes fondamentales. Après avoir fait le travail d'explication et de discussion, la première étape consistera bien sûr à faire le bilan. Le bilan, ça veut dire la synthèse des différentes articulations du développement. Vous dites à peu près ce que vous avez dit dans la première partie de l'explication, ce que vous avez dit dans la discussion. Donc vous faites le bilan des différentes étapes ou des différentes articulations de votre développement. Et enfin, cela est rigoureusement indispensable, vous dégagez ce qu'on appelle l'intérêt philosophique du texte. En quoi cela consiste de dégager l'intérêt philosophique du texte? Mais c'est de montrer ce qui fait son originalité. C'est de montrer, c'est de dire sa portée. C'est de montrer ce qui fait sa valeur. En termes plus simples, quel est l'enrichissement que le texte vous a apporté et qu'est-ce qui fait la part d'originalité du point de vue de l'auteur de ce texte-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt philosophique. Et c'est les deux étapes indispensable, ce que l'office du bac appelle les deux exigences minimales que vous devez faire au niveau de la dernière étape, c'est-à-dire la conclusion. Maintenant que nous avons fini d'exposer assez brièvement et de manière concise ce à quoi vous devez vous attendre, au niveau de l'introduction, comme au niveau du développement, comme au niveau de la conclusion, on pourrait peut-être partir d'un texte qui va nous servir de support pour essayer d'obéir à ces consignes-là et d'avoir non pas un exemple, mais simplement une source d'inspiration qui serait une sorte d'esquisse d'introduction. Alors, le texte que nous vous proposons est un texte de Henri Bergson qui dit: la philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. Qu'est-ce que l'artiste? C'est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue et sans voile. Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet d'habitude, nous ne le voyons pas. Parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous. Ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie et s'efforcera de voir directement la réalité même sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. Mais ce sera aussi un philosophe, avec cette différence que la philosophie s'adresse moins aux objets extérieurs qu'à la vie intérieure de l'âme. Texte donc de Henri Bergson. Alors, ce texte-là, que vous voyez reproduit sur le tableau, on va d'abord, ensemble, révéler un peu ce qu'il dit, avant bien sûr de le prendre en charge sous la forme d'une introduction. La première phrase semble déjà résumer le propos de l'auteur. Quand il dit: la philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. Cette phrase-là première permet à chacun d'entre vous de cerner déjà le thème auquel le texte se rapporte. Parce qu'il dit: la philosophie, elle n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. Donc, le texte se prononce sur quoi? Sur les rapports qui peuvent exister entre l'activité propre au philosophe et celle propre à l'artiste. L'auteur commence par distinguer
La philosophie n'est pas l'art, parce qu'il éviterait qu'on confonde la philosophie avec l'art. Ça veut dire que implicitement son projet ultérieur consistera à dire quelle parenté y a-t-il entre la philosophie avec l'art, quand bien même précise-t-il dès le départ Henri Bergson qu'on ne saurait la confondre la philosophie avec l'art.